Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention, pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Bonjour à tous. Napoléon n'a jamais cessé d'occuper notre imaginaire collectif. 2 siècles après sa mort, il continue d'alimenter débats, passions et controverses. Chef de guerre, législateur, réformateur, conquérant ou visionnaire, les qualificatifs ne manquent pas. Mais au-delà du mythe, que reste-t-il aujourd'hui de Napoléon? C'est la question que pose Thierry Lenz dans son dernier ouvrage « Napoléon et le monde, 1769-2025 », paru aux éditions Belin. Un livre ambitieux qui embrasse plus de 2 siècles d'histoire pour retracer non seulement la trajectoire de l'empereur à travers son époque, mais aussi celle de son influence sur le monde contemporain. De l'Europe du début du XIXe siècle aux sociétés globalisées d'aujourd'hui, Thierry Lenz interroge la manière dont Napoléon a façonné notre modernité politique, administrative et culturelle. Comment ce Corse, devenu empereur, a-t-il pensé le monde et comment, après sa mort, son image a-t-elle continué à le posséder selon la formule de Chateaubriand? C'est ce parcours unique au monde, de l'histoire à la mémoire, du réel à la légende, que nous allons explorer aujourd'hui avec lui dans Passé Présent. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Merci, je suis ravi de vous recevoir enfin. Vous êtes l'un de nos plus fins connaisseurs de l'histoire napoléonienne, directeur général de la Fondation Napoléon, professeur associé à l'ICES, Institut catholique de Vendée. Vous êtes l'auteur d'une 40aine d'ouvrages sur Napoléon Bonaparte, le consulat et l'Empire. Alors, je ne vais pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns. Une nouvelle histoire du Premier Empire en 4 tomes, édité chez Fayard entre 2002 et 2010, le Congrès de Vienne, une refondation de l'Europe, chez Perrin en 2013, je crois qu'il a été réédité également dans la collection Tempus, la collection de poche de Perrin. Napoléon, le dictionnaire historique, toujours chez Perrin, paru en 2020, et l'année suivante, en 2021, c'était celle du bicentenaire, nous en reparlerons, pour Napoléon, édité toujours donc chez Perrin, je l'ai dit. Enfin, Napoléon et le monde, 1769-2025, chez Belin, dans la collection Repères, dirigée par Joël Cornette. Alors, avant toute chose, une question sur le titre, qui est un titre ambitieux, Napoléon et le monde, et surtout, que signifie cette extension jusqu'à notre époque ? Alors en fait c'est une idée que j'ai partagée avec mon éditeur Arthur Chevalier au cours de discussions. On voulait cette collection Repères, qui est une collection un peu prestigieuse, chercher des titres d'histoire contemporaine. Ils avaient pensé à Napoléon, et lorsque nous en avons discuté, nous nous sommes dit peut-être pas encore une biographie de Napoléon, une histoire de Napoléon, mais pourquoi pas alors je vais utiliser un mot avec un titre que nous avons formellement refusé, mais c'était un peu une histoire mondiale de Napoléon. Oui, on n'a pas voulu utiliser ce titre parce qu'aujourd'hui, vous le savez, beaucoup de ces histoires sont mondiales. Il faut être mondial, sinon, alors voilà. Donc nous, on a choisi Napoléon et le monde, à la fois ce que Napoléon savait du monde, ce qu'il a voulu en faire, et surtout ce que le monde en a fait ensuite, c'est ce qui nous amène jusqu'à nos jours. Mais alors, est-ce que vous considérez ce livre comme une forme d'aboutissement de travaux ou c'est une étape Oui, alors j'espère que non, j'aimerais en faire encore d'autres, mais c'est vrai que c'est un livre où j'ai mis, on m'a
Enfin, la question, combien de temps vous avez mis à l'écrire, j'ai répondu 40 ans la dernière fois. Oui. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que j'ai essayé au moins dans les 2 premières parties, de dire ce que je savais sur le sujet, voilà. Et puis dans la 3e partie, qui est beaucoup plus original par rapport à mes travaux précédents, c'est ce que le monde a fait de Napoléon, parce qu'on s'aperçoit que c'est un sujet qui, au fond, a été assez peu étudié. Donc ça veut dire qu'on doit penser Napoléon à l'échelle du monde, et non pas, il faut dépasser le cadre européen. Alors, son action reste européenne, on va dire eurasiatique, puisqu'il va quand même jusqu'à Moscou à un moment donné, il va un petit peu en Égypte, mais c'est le retentissement de son action qui est mondial, parce que à l'époque où il règne, où il gouverne, l'Europe domine le monde. Elle domine le monde à tout point de vue. Et qu'évidemment, chaque décision prise en Europe a un impact sur le monde. On le voit aujourd'hui avec d'autres superpuissances. La Chine s'enrhume, nous toussons. Alors, votre livre est articulé en 2 parties, vous l'avez dit, et vous vous appuyez sur la citation connue de Chateaubriand. Vivant, il a manqué le monde, on expliquera, et mort, il le possède. Et alors, vous nous montrez déjà au début un Napoléon passionné par la géographie, voire un Napoléon voyageur. Oui. Est-ce que c'est surprenant pour l'époque ? Alors c'est surprenant pour l'époque d'avoir pu voyager, parce qu'on voyageait assez peu, c'était à la fois coûteux et très long, on se déplaçait à cheval ou en voiture attelée. En revanche, il y avait chez les Français de la fin du XVIIIe siècle, je pense chez les Européens en général, une espèce d'appétit géographique. Alors qui était un appétit pour une géographie qui était un petit peu, on va dire une science exacte pour trouver son chemin. Longitude, latitude, c'est la grande époque où on se met à calculer tout ça. Mais en même temps, chez Napoléon, qui a lu des auteurs très classiques comme Jean Bodin ou Montesquieu, chez Napoléon, il y a une idée un peu de géographie humaine qui commence à poindre, presque de géopolitique, qui est assez intéressante pour un personnage qui a eu l'occasion d'influencer le monde par son idée de la géographie. Alors, il n'est pas le seul. Évidemment, mais quand on regarde son parcours, on s'aperçoit que dans les écoles militaires, à Brienne ou à Paris, on lui a fait étudier la géographie, que ses lectures personnelles, dont il nous reste beaucoup de notes, sont des lectures à cheval entre l'histoire et la géographie. Donc il avait déjà une connaissance livresque du monde qui était, on va dire, au-dessus de la moyenne de son époque. Et est-ce que, on en parlera, mais est-ce qu'il a tenu compte finalement de ses connaissances géopolitiques par la suite ? Alors, il en a tenu compte, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord. On a l'impression que tout ça est erratique, le conquérant qui veut aller toujours plus loin. Non, je pense qu'il a vraiment bien réfléchi à l'idée géopolitique. C'est vrai aussi que dans sa carrière, les années postérieures à 1807, qui est vraiment l'apogée de l'Empire, parce que là, il a tout gagné, il a donc tous les choix à faire, et il va faire plusieurs mauvais choix, mais jusque-là, il a presque donné des leçons de géopolitique à ses collègues souverains, si l'on peut dire. La fameuse lettre au roi de Prusse, la politique des États tient dans leur géographie, c'est une phrase qu'on cite sans arrêt, une réelle phrase écrite par Napoléon au roi de Prusse. Et concernant ses voyages, il a la campagne Italie, l'Égypte, est-ce que l'Égypte l'a marqué profondément ? Alors l'Égypte l'a marqué dans la mesure où c'est connaissance avec l'Orient, mais là aussi, même s'il a fait du tourisme, il a visité les pyramides, il est allé voir le Sphinx, il est allé voir l'ex-canal de Suez creusé par les pharaons, parce qu'il avait lui-même l'intention d'en creuser un, mais bon, c'est de la guerre quand même, c'est de la guerre et de la politique. Simplement, il a montré une connaissance du pays dès ses premières décisions. Il avait beaucoup lu avant d'aller en Égypte. Il a lu sur le bateau. Il avait apporté à peu près 400 ouvrages qui concernaient l'Égypte. Et donc, ses décisions étaient quand même adaptées, on va dire, à la sociologie du pays, et notamment vis-à-vis de la religion musulmane. Il a été, on va dire, très prudent. Sans pour autant embrasser cette religion, comme on peut le dire sur certains sites salafistes aujourd'hui, mais il a tenu compte
cette géographie humaine, on va dire. Alors vous dressez dans le livre d'introduction, enfin vous dressez un tableau très précis de l'état du monde en ce début de 19e siècle, enfin non, même vous commencez moitié 18e, et vous allez loin, hein, vous allez en Amérique bien sûr, mais aussi en Chine et en Afrique. Ouais. Alors est-ce que le futur empereur, lui, avait aussi une connaissance ou une conscience de ces équilibres mondiaux? Il s'est intéressé à toutes les parties du monde. Alors évidemment, il y en a qui étaient en relation directe avec l'Europe et son empire à lui plus tard. L'Amérique, évidemment, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, comme nous disons aujourd'hui, évidemment la Grande Europe. Et puis, il s'est intéressé, mais sans approfondir le sujet, à la Chine, au Japon, les Indes, évidemment, qui sont le grand sujet économique de l'époque. Hein. Qui domine les Indes, domine le monde à cause des matières premières disponibles aux Indes. Et d'ailleurs, tout mène à couper la route des Indes, comme on disait à l'époque, sur le plan maritime, mais sur le plan terrestre, parce que on se dit toujours, tiens, pourquoi est-il allé en Égypte pour couper la route des Indes? C'est parce que la route terrestre des Indes passe exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle passe au nord de la Perse, elle se dirige vers la Méditerranée, elle éclate un peu dans l'Israël actuel, si vous voulez, le nord de l'Égypte. Ce qui fait que aller en Égypte, c'était effectivement menacer la route des Indes. Et vous parliez, est-ce qu'il conçoit des relations futures avec les jeunes puissances, je pense surtout aux États-Unis adolescents? Oui. Est-ce qu'il a la préscience peut-être de la puissance future? Alors, il a la préscience de la puissance économique des États-Unis, ça c'est clair. Pour eux, ce sont des boutiquiers. Une nation de boutiquiers, oui. Des boutiquiers qui sont en plus des Anglais égarés aux frontières de la civilisation, comme disait Talleyrand. Ceci étant, il les respecte, il les favorise avec la vente de la Louisiane, évidemment. Il permet aux États-Unis de doubler leur superficie et d'aller vers l'ouest. Ceci étant dit, sur le plan militaire et maritime, il n'a pas une grande estime pour eux. Hein. Il va essayer de s'en faire des alliés contre l'Angleterre. Alors il y a effectivement une guerre anglo-américaine en 1812, mais c'est pas une guerre napoléonienne. C'est une guerre vraiment pour terminer l'application des traités, parce que les Anglais n'ont pas respecté le traité de Paris de 1763. Alors quelle est sa vision de l'Europe? On a dit qu'il aurait voulu en faire un système fédéral, mais en tout cas, est-ce qu'il veut en faire un système organisé? Et si oui, comment? Est-ce que c'est sous domination française, une fédération de royaumes? Oui. Placer sa famille? Alors, d'abord, il faut dire que c'est un héritier. C'est-à-dire qu'il n'a pas inventé sa politique extérieure. C'est la politique extérieure de la Révolution française, mais aussi de l'Ancien Régime depuis François Ier, et on va dire très clairement Louis XIV. Donc il va essayer de terminer cette œuvre, on va dire, pas d'hégémonie, de prépondérance européenne de la France, et il le fait non pas de façon brouillonne. Le centre du système qu'il veut créer en Europe, c'est l'Europe occidentale, c'est l'Empire d'Occident de Charlemagne. Il se réfère à Charlemagne, il crée au fond le même empire que Charlemagne à un moment donné, et on va dire pour nous et pour certains de nos contemporains, c'est l'Europe des six, on va dire, grosso modo, l'Empire français, c'est l'Europe des six. Après, tout le reste doit être organisé autour de ce noyau dur qui est l'Empire français, soit avec des alliés obligés, les royaumes frères, la Hollande, l'Italie, le royaume de Naples, l'Espagne, et puis des alliés un petit peu forcés, mais quand même assez indépendants, la Confédération du Rhin, ça c'est un très grand problème en histoire napoléonienne, la Confédération du Rhin, c'est-à-dire la réunion des États allemands qui, pour échapper à la Prusse et à l'Autriche, se tournent vers la France et créent une alliance importante avec eux. Et puis, il y a l'allié qui va surveiller l'Orient du continent. Alors, ça va être au début la Russie. Ça ne marche pas. Il va se tourner vers l'Autriche parce que, pour lui, voilà, il faut monter la garde aux portes de l'Europe occidentale qui est, pour lui, le nœud du problème, le centre du monde, on va dire. Alors, on entend souvent Napoléon, c'est la guerre. En 1807, il est tout puissant. Comment expliquez-vous qu'il ne puisse pas maintenir justement une paix durable?
Mais c'est un peu, voilà, il tombe un peu dans le problème de tous ces hommes à qui tout a réussi. L'étape suivante, elle est toujours très difficile à définir. C'est-à-dire, est-ce que l'étape suivante, c'est je me contente de ce que j'ai et je l'organise, ou est-ce que c'est tiens, j'ai une bonne chance de pouvoir encore aller plus loin et j'y vais. Alors Napoléon a choisi cette voie, c'est un peu l'hubris comme on dit, puis au fond qui a touché tous les conquérants. Les conquérants devraient lire des livres d'histoire parce qu'à un moment donné, ils se rendraient compte que tout n'est pas possible. Et lui, il fait des choix qui sont presque des choix inutiles. L'affaire d'Espagne, c'est parfaitement inutile d'aller placer un Bonaparte sur le trône espagnol. L'Espagne est un satellite de la France qui n'a, mais alors vraiment, aucune marge de manœuvre par rapport à la France. Donc c'est pas la peine d'avoir un roi d'Espagne qui soit Bonaparte. Mais là, il se voit un peu Louis XIV, ma dynastie va régner un peu partout, etc. L'histoire de la Russie est aussi invraisemblable. Alors les torts sont partagés, c'est quand même les Russes qui déclenchent la guerre, mais lui il a mis en place un tel outil militaire que il va vouloir aller jusqu'au bout et il n'y arrivera pas. Parce que finalement, vous dites les Russes déclenchent la guerre, les Anglais également, c'est pas lui qui à chaque fois... il faut pas lui qui commence, comme on dit dans les cours. Oui, nous disions tout à l'heure, c'est un héritier, et c'est aussi un héritier des guerres de la Révolution française. Jusqu'à la guerre de 1809 contre l'Autriche, il n'y a pas une seule guerre qui a été déclenchée par Napoléon. Je parle d'une guerre internationale, si l'on veut. L'Espagne, c'est autre chose, c'est une espèce d'occupation du territoire, mais jusque-là, il est clairement l'héritier de la Révolution française. L'étape d'après, c'est la Russie. Je pense que la Russie avait de bonnes raisons de faire la guerre à Napoléon. Elle l'a cherché, très clairement. Maintenant, Napoléon, lui, s'est un peu laissé piéger par les Russes qui l'ont attiré très très loin sur leur territoire. Et c'est là qu'on voit peut-être sa faiblesse de l'étude de la géographie parce que, évidemment, les distances n'étaient vraiment pas les mêmes, les reliefs n'étaient pas les mêmes, la plaine russe c'est quelque chose de déprimant, les ressources naturelles n'étaient pas les mêmes, et l'hiver, évidemment, là on peut dire qu'il ne l'avait pas prévu. On a parlé de l'Espagne, mais on y reviendra peut-être après dans justement les conséquences, parce que ça a des conséquences très loin, jusqu'en Amérique latine. Je voudrais arriver à la chute. Alors, est-ce que la chute de Napoléon, on dit qu'il a laissé la France plus petite qu'il ne l'a trouvée. Est-ce que, mais en termes de puissance, vous dites que sa chute marque également la chute de la France en tant que véritable puissance. Oui, on peut le dire. Alors évidemment, il y a la suite de l'histoire montre une France qui est puissante, qui sait gagner la Première Guerre mondiale, etc. Mais elle ne peut plus être seule. Et là, comment dire, c'est la fin du rêve français de prépondérance européenne et mondiale. La France, en 1789 et mettons en 1810, est la superpuissance mondiale. Elle peut agir seule. Après la chute de Napoléon, il faut toujours l'autorisation de l'Angleterre dans un premier temps, et celle des États-Unis dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'elle garde une forme de puissance, mais ça n'est plus une puissance qui lui permet d'être totalement indépendante. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le congrès de Vienne, auquel vous avez consacré d'ailleurs un ouvrage. Est-ce que le congrès de Vienne, est-ce un retour à l'ordre ancien ? Alors c'est un retour, on va dire, à des frontières qui ressemblent aux frontières anciennes, même si la carte de l'Europe a été très très simplifiée depuis le début de la Révolution française. C'est une organisation du continent qui est conforme à ce que souhaitaient les Anglais, c'est-à-dire l'équilibre européen, comme ils appellent ça, c'est-à-dire des puissances moyennes qui vont se neutraliser. Ce qui est très important dans le congrès de Vienne, peut-être plus important que les découpages territoriaux, le fait que la France soit mise sous surveillance, c'est la création vraiment d'un droit international. C'est-à-dire que pour la première fois, des nations vont décider qu'elles vont pouvoir imposer quelque chose aux autres. Exemple, ce qu'on a appelé le concert européen, les 4 grandes puissances, plus la France à partir de 1818, plus l'Italie à partir de 1850, s'arrogent le droit de gérer la paix en Europe. Et on n'aura pas de guerre générale, c'était la hantise, la guerre générale, on n'aura pas de guerre générale avant 1914. Donc pendant 100 ans, ce concert européen, fait de congrès, d'interventions, etc., va fonctionner. Et c'est d'ailleurs même à travers ce concert européen que Napoléon III va rétablir la position de la France, puisque c'est pour défendre l'équilibre européen qu'il entraîne l'Angleterre dans la guerre de Crimée. Et
on voit donc qu'il adhère lui-même à cette idée. Et puis, en droit international, il y a tellement d'autres décisions. Les fleuves sont un bien commun des Européens. On va gérer les fleuves ensemble. Le Rhin est toujours géré par une structure créée par le Congrès de Vienne. C'est la même chose pour la Vistule, le Danube, etc. L'abolition de la traite, qui est une décision prise par les Européens, qui s'applique au monde entier. Et puis le nouveau droit diplomatique, on a créé un tout petit texte pour régler la question des négociations, des préséances, etc., qui étaient des questions qui, parfois, menaient à des combats d'homme à homme dans les négociations diplomatiques. Donc c'est un congrès qui, à la fois, met fin au rêve français, mais qui, en même temps, reconstruit l'Europe sur d'autres bases. Alors, ce congrès, ce qui est étonnant, c'est que ce congrès veut effacer Napoléon. C'est une des premières victimes de la cancel culture, parce qu'il meurt dans l'indifférence totale, générale. Il y a une légende, d'abord une légende noire qui va se construire, mais vous dites que finalement, de l'effacer, c'est impossible. Oui, et que le 19e siècle est le siècle de Napoléon. Donc là, on arrive dans la deuxième partie de la formule de Chateaubriand. Mort, il possède le monde. Alors, cette légende, elle se construit... il y a la légende noire, elle est écrite par qui? Par les Anglais, d'abord? Elle est écrite, oui, ce sont les Anglais qui créent la légende noire. Elle est reprise par les adversaires de Napoléon. Les Prussiens sont très forts pour ça. Ils ont d'ailleurs la caricature emblématique, celle où le visage de Napoléon est composé de corps humains, de cadavres, etc., et prussienne. C'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans l'Europe entière. Effectivement, Napoléon qui est à Sainte-Hélène, on n'a pas de nouvelles. Parce que, bien, blocus sur l'information. L'Europe a retrouvé la paix, on se dit, après tout, voilà, il est plus là, on est en paix, la paix c'est bien quand même. Bon. Et puis, comme vous le disiez, quand il meurt, très peu de réactions, des réactions individuelles, comme a écrit quelqu'un, on pleure en dedans, voilà. Et il n'y a pas de réaction. Et puis, il va se passer quelque chose après, dont on connaît toutes les étapes historiques, c'est-à-dire on sait quel est le livre de mémoire qui a été le plus important, quels sont les romans qui ont été les plus importants, etc. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver l'alchimie, qui fait que tout à coup, on ne s'est mis à parler que de Napoléon. Mais dans tous les domaines. Les romanciers, évidemment, placent leurs romans à l'époque napoléonienne. Alors, les historiens commencent à faire... Là, on est dans les années 1830, un peu 1823-24, oui. Le début, avec la publication du fameux mémorial de Sainte-Hélène, qui ne s'est pas beaucoup vendu. Il y a peut-être eu 30-40 000 exemplaires vendus, mais qui a marqué le portrait qu'on allait faire de Napoléon pour la postérité. C'est-à-dire, on le présente comme un libéral et comme un adepte de la théorie des nationalités, ce qu'il n'a pas été pendant son règne. C'est l'homme de l'égalité, Napoléon, c'est pas l'homme de la liberté. Il avait d'ailleurs bien compris le peuple français, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les Français sont prêts à sacrifier leur liberté au nom de l'égalité, et c'était déjà le cas à l'époque. Quant aux nationalités, il n'a pas prouvé qu'il en était un grand partisan. Alors il a expliqué dans le mémorial de Sainte-Hélène que si on lui en avait laissé le temps, il l'aurait fait, mais c'est assez classique dans les mémoires d'hommes politiques. Et donc ce mémorial va déclencher quelque chose qui va être qu'on aura... d'abord, on va pouvoir reparler de Napoléon. Ensuite, les libéraux se disent... On a besoin d'un drapeau face à la Restauration, face au conservatisme, etc. Ils vont se saisir de Napoléon, et les bonapartistes vont se laisser faire. Et tout ça va engendrer, sur le plan politique, une espèce de boule de neige qui va arriver en France jusqu'à la Restauration de Napoléon III. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la littérature. Alors, bien sûr, Stendhal, Balzac, Victor Hugo, etc. Mais... les deux premiers, Balzac, Stendhal, n'étaient pas très lus de leur vivant, et c'est nous qui en avons fait les grands auteurs de la littérature française. C'est une littérature populaire, des chansons. Il y a à Paris 800 chanteurs de rue professionnels en 1830. Ils chantent dans les rues et ils font chanter des chansons sur Napoléon. Ça participe. Des bricoleurs du dimanche qui font une canne, une écuelle, des planches. Pourquoi ils mettent Napoléon dessus ? On n'en sait rien. Mais il n'empêche que voilà, c'est cette déferlante napoléonienne qui va durer, on peut presque le dire, jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est vraiment, enfin vous l'avez dit, enfin je l'ai dit aussi d'ailleurs, c'est vraiment le siècle de Napoléon, le 19e. Est-ce qu'aussi on assiste à la naissance d'un Napoléon mythologique, voire mythique ?
Oui, le Napoléon de la légende n'est pas le Napoléon réel, évidemment. Alors, les historiens restent bien dans leur couloir au XIXe siècle. Il y a vraiment des études essentielles, que ce soit Thiers. Thiers, on a oublié que Thiers a écrit une histoire du consulat et de l'Empire qu'on peut tranquillement relire aujourd'hui, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, là, pour le coup. Mais l'autre Napoléon, alors le français libéral, ami des nationalités, mais l'étranger aussi, chaque pays va petit à petit, par une dérive, se créer son Napoléon. Il exerce une fascination sur tous les continents. Oui. Alors, cette fascination est aussi véhiculée, enfin, son souvenir, par les anciens. Oui. Qu'on va retrouver un peu partout dans le monde. Oui, c'est-à-dire qu'à la fin des guerres napoléoniennes, on se retrouve avec à peu près 2 millions d'hommes qui ont été mobilisés. Bon, beaucoup vont rentrer chez eux, mais c'est toujours le problème dans les grandes guerres. Il y a des soldats qui ont fait la guerre toute leur vie, on n'arrive pas à les faire rentrer dans le rang. On en a plein d'exemples en histoire contemporaine. Mais pour les soldats de Napoléon, c'est la même chose. Donc ils vont s'exiler. Et ils vont aller faire la guerre un petit peu partout dans le monde. Alors quand c'est de simples soldats, on les remarque moins, mais il y a beaucoup de généraux qui vont faire ça, des officiers, même des officiers style lieutenant, capitaine, etc., qui vont aller encadrer des mouvements indépendantistes en Amérique du Sud, formation de l'armée égyptienne sous Mehmet Ali, il y en a qui vont combattre avec le Shah de Perse, d'autres avec un sous-roi d'Afghanistan, etc. Et bien sûr, on les remarque, c'est les soldats du grand Napoléon. Je raconte toujours cette anecdote parce qu'elle est assez significative. En 2021, pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, le premier événement commémoratif a eu lieu à Santiago du Chili. En janvier 2021. Parce que dans l'armée de San Martín, le libérateur du Chili, il y avait des généraux français, dont son chef d'état-major, le général Cramer. Et il y a une espèce de glissement qui fait dire les soldats de Napoléon ont aidé à la libération, les soldats de Napoléon ont libéré, et c'est Napoléon qui a libéré. Alors c'est une espèce de dérive très sympathique pour nous, évidemment, et les gens sont vraiment persuadés que Napoléon a aidé, il était mort depuis, au moment de l'indépendance du Chili, mais ils en sont convaincus. Et vous allez dans tous les pays d'Amérique du Sud, c'est le cas, vous avez des Napoléons indonésiens, par exemple. Alors l'Indonésie a été française au moment de l'annexion de la Hollande, et Napoléon a envoyé des administrateurs là-bas. Donc ils ont construit quelques routes, ils ont eu le temps de faire quelques palais, et tout à coup vous avez le Napoléon indonésien qui apparaît, celui qui a modernisé le pays. Alors qu'entre nous, il a fait 3 bâtiments et 5 kilomètres de route, mais il n'empêche que. Et c'est partout la même chose. Et même les ennemis de Napoléon, la Russie, sur la place Rouge, le musée 1812, certes, est consacré à la victoire des Russes de 1812, mais on ne parle que de Napoléon dans ce musée. Il y a un petit portrait d'Alexandre Ier quand même, il ne faut pas exagérer, mais puisque ce sont tous les objets récupérés sur la Grande Armée. Les Allemands, c'est un petit peu pareil. Alors les Allemands, il y a les Allemands de l'Ouest qui ont été dans l'Empire français sans... généralement assez favorable, évidemment. Les Prussiens ont longtemps hésité, et maintenant ils se disent, après tout, c'est un peu le début du nationalisme allemand. Mais enfin, je pourrais multiplier les exemples. Partout, on a son Napoléon. Il y a même les avatars ridicules de Bokassa Ier, qui... une photo dans le... voilà, je l'ai mis en photo, parce que je trouve cette photo extraordinaire. Jean Bédel Bokassa, président de la République de Centrafrique, décide de se faire proclamer empereur. Le pire de l'histoire, c'est qu'il trouve en la France un soutien pour cela. C'était Valéry Giscard d'Estaing qui lui paye son couronnement. Et il imite le couronnement de Napoléon à Notre-Dame dans un gymnase de Bangui. Alors c'est un 4 décembre au lieu d'un 2 décembre, mais enfin peu importe. Et vraiment, nos téléspectateurs peuvent aller voir les films, etc. Il a imité. Bon, finalement, c'est les Français qui le feront chuter 2 ans plus tard. Mais vous voyez, il y a déjà ce mythe napoléonien très différencié dans le monde, mais qui existe. Et puis il y a la réalité, c'est les institutions napoléoniennes qui ont été imitées partout. Oui, c'est ça. Il a trouvé une formule qui aidait... En fait, c'est très simple. La formule napoléonienne, centralisation, code civil, etc., elle permet de lutter contre la féodalité. C'est-à-dire que les souverains, ils aiment ça. Parce qu'évidemment, il n'y aura plus de féodaux, il n'y aura plus de gens qui vont collecter les impôts à leur place, etc. Et toute l'Europe adopte cette... Alors,
Ils le disent pas, ils inventent des mots, etc. Mais c'est et l'Amérique du Sud va se dire comment est-ce qu'on va s'organiser maintenant qu'on est indépendant ? On va copier Napoléon. Et tout le monde se met à copier Napoléon jusqu'à un empereur japonais, Meiji, qui à la fin du 19e siècle décide qu'on va appliquer le code civil au Japon. Ce qui est impossible compte tenu de la société japonaise et de ses mœurs. Là, ça n'a pas fonctionné. Mais ça dure 5 ans. Ça dure 5 ans, il fait venir des juristes de France, il les installe somptueusement et il fait rédiger un code civil japonais. La Chine, Chiang Kai-shek se prend pour Napoléon, donc Mao n'aime pas Napoléon. Et puis la chute de Mao, vous savez, c'est un peu comme ce que disait Xi Jinping, on va faire du Mao et du Confucius, il va faire du Napoléon et du Washington et du Mao. Alors justement, cet héritage administratif, juridique considérable, pour vous, qu'est-ce qui vous paraît l'élément le plus vivant aujourd'hui ? Alors ça va dépendre du pays dans lequel, par exemple en France, évidemment, c'est ce que Napoléon avait appelé les masses de granit, jetées sur le sol de France. Elles existent toujours, elles ont toujours le même nom. Elles n'ont évidemment plus le même courant, le même fluide qui les anime. Il suffit d'ouvrir un journal n'importe quel jour de la semaine et on s'en aperçoit. Il n'empêche que ce sont des fondations solides pour une reconstruction. Elles ont prouvé leur solidité, tous les changements constitutionnels, 3 invasions, l'occupation, etc. C'est l'administration, c'est l'État napoléonien qui a fait fonctionner le tout. Et chaque fois qu'on touche à une petite brique de l'État napoléonien, on prend le risque d'être allé trop loin dans la déconstruction. C'est un petit peu... Alors, ce livre n'était pas fait pour ça, mais je pense que c'est un peu ce qu'on peut penser de ce qu'on a fait de cet État napoléonien, parce que jacobin, napoléonien, tout ça, ce sont des vilains mots. Il faut les remplacer par les mantras, la décentralisation, je rapproche le pouvoir du peuple, pensez-vous. Et pour tout ça, on jette le bébé, l'eau et même la baignoire du bain simplement pour être moderne. Or, un État, il a besoin d'être organisé, malheureusement. Alors que reste-t-il aujourd'hui de son rapport au pouvoir, justement ? Alors, le rapport au pouvoir, évidemment, beaucoup de gens se prennent pour Napoléon. Mais il ne suffit pas d'être petit pour ressembler à Napoléon. Il faut aussi avoir cette culture de base qu'il avait, ce sens de la décision, ce sens du management des hommes, parce qu'il n'a pas créé tout seul. Il a créé une équipe, il a choisi ces hommes. Il les a choisis pour qu'ils mettent en place une idée que lui avait. C'est pas, vous voyez, c'est pas Pape Ndiaye qui succède à Jean-Michel Blanquer. C'est Molien qui succède à Barbé-Marbois, qui ont les mêmes idées sur les choses. Donc, vous voyez, il y a une grande continuité. L'exceptionnel de Napoléon, c'est qu'il a tout dans la tête et qu'il est cohérent sur la politique intérieure, sur l'organisation de l'État, etc. Et que vous ne pouvez pas le prendre en faute sur une contradiction dans ce qu'il veut dire. Il a toujours eu la même idée. Et c'était l'État au centre de la société, mais l'État fait le travail de l'État. La société, après, fait son travail. J'entendais pendant le bicentenaire une personne dire Napoléon, Monsieur Macron est comme Napoléon, il est contre les corps intermédiaires. Alors, je ne sais pas pour Monsieur Macron, mais pour Napoléon, c'est absolument faux. Napoléon a reconstitué les corps intermédiaires que la Révolution avait détruits, et parce qu'ils étaient l'auxiliaire social de l'État qui, lui, s'occupe des questions régaliennes. Alors justement, vous parliez des commémorations de 2021, je voudrais y revenir. Ce fut un grand succès. Oui. Des expositions, des bouquins, des émissions, mais ça a ravivé quand même pas mal de polémiques, de controverses, alors notamment sur l'esclavage, je voudrais que vous disiez 2 mots, l'autoritarisme, la guerre, on vient... Le droit des femmes, n'oubliez pas le droit des femmes. Il ne faut pas oublier le droit des femmes. Bien sûr. Je voudrais justement, l'esclavage, le droit des femmes, alors il rétablit l'esclavage, mais il abolit la traite. Voilà, alors il rétablit l'esclavage dans des conditions géostratégiques, pardon du mot, très spécifiques. Il veut recréer dans le golfe du Mexique une espèce d'empire français autour de la canne à sucre, etc. Et, il compte beaucoup sur Saint-Domingue pour ça. Or, à Saint-Domingue,
le fameux Toussaint Louverture, lui a menti. Il lui a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, je resterai rattaché à la France. Il proclame l'indépendance, il va vers l'indépendance. Et donc, Napoléon ne supporte pas ça. Il est entouré d'un lobby colonial qui lui dit, mais si vous voulez relancer la culture de la canne à sucre, il faut des esclaves. Je vais le dire le plus crûment possible, lui, il s'en fiche complètement de l'esclavage. C'est-à-dire, c'est pas une question, il se levait pas le matin en disant, tiens, comment je vais rétablir l'esclavage. Il est plutôt contre. On le sait parce qu'on a des écrits de lui, il est contre l'esclavage. Puis à un moment donné, la nécessité politique, c'est de rétablir l'esclavage. Alors il faut dire aussi que l'esclavage avait été aboli en 1794, les esclaves avaient été libérés, il n'a pas été question de remettre les esclaves, les anciens esclaves en esclavage. Donc il fallait reprendre la traite, si vous voulez, il fallait importer de nouveaux esclaves. Il a eu le temps de rien de tout ça, puisque les révoltes locales, la pression des Anglais ont fait qu'on ne sait pas ce qui se serait passé dans les colonies, puisque la France a perdu toutes ses colonies en 5 ans ou 6 ans. Donc voilà, ça c'est pour l'esclavage. Je ne dis pas qu'il faut l'excuser, il faut essayer de comprendre. En revanche, sur la traite, lui... alors, il l'abolit en mars 1815. Pendant les 100 jours, oui. Pendant les 100 jours. À un moment où la France n'a plus de colonies, où il n'y a plus de traite française. Bon, donc, c'est une abolition un petit peu facile. Le Congrès de Vienne va l'abolir. Les Français vont mettre 8 ans avant de pouvoir arrêter la traite, parce qu'il y a des tas d'intérêts autour de ce commerce pitoyable. Moi, je le disais déjà en 21, moi, je pense que Napoléon n'est pas un monolithe. Moi, je comprends très très bien les Guadeloupéens qui n'aiment pas Napoléon, parce qu'il s'est passé des choses en Guadeloupe qui sont inadmissibles, même en n'utilisant pas l'anachronisme. En son temps, tout ça n'était pas très joli. Donc il faut discuter de tout ça, il faut l'étudier surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. On connaît les grands slogans, maintenant il faut aller voir ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Alors l'autre attaque, c'était également le droit des femmes. Oui. Alors là, je vais me faire beaucoup d'ennemis IES. C'est pas grave. C'est simplement l'époque. C'est la même chose. C'est-à-dire que par rapport à l'ancien régime, évidemment, la femme va être mise un peu dans un carcan, le carcan de la famille. La Révolution, on va la laisser de côté. Elle n'a jamais libéré les femmes. Au contraire, elle les a opprimées de façon terrible. Bon, toutes les grandes héroïnes dont on parle, elles ont fini sur l'échafaud. Elles ont été mises en maison de fous, dans le pire des cas, si je puis dire. Et donc lui, le code, c'est la famille. Bon, la famille, elle est organisée en pyramide, comme la société. On met le père de famille en haut. Il doit protection à sa femme, et c'est vrai qu'elle a des droits, mais elle n'a pas la capacité de les exercer. C'est comme ça, juridiquement, qu'on dit les choses. Maintenant, après Napoléon, il faut quand même attendre. Les premiers textes, c'est 1881, la femme aura le droit d'ouvrir un livret de caisse d'épargne. Et puis après, c'est 1941, on va l'autoriser à avoir un compte en banque, parce que les maris sont prisonniers en Allemagne, donc il faut bien que... Voilà. Et puis, les vraies réformes, c'est les années 1960. Il n'y a pas de programme de libération des femmes chez Gambetta, chez Jean Jaurès, chez Léon Blum, etc. C'est le général de Gaulle qui met en route l'émancipation des femmes. Donc finalement, tout ça n'était que des faux procès. C'était une manière de diviser, une manière de déconstruire encore une fois ce qui pouvait être glorieux chez nous. Bien sûr, moi j'ai tendance à considérer qu'en histoire, il n'y a pas de procès, on discute, on analyse, on peut se disputer éventuellement, mais on se dispute sur l'histoire, pas sur la situation actuelle, évidemment. Mais vous l'avez dit, le bicentenaire de 21, il a été un grand succès, parce que, je l'explique dans le livre, il est venu par le bas. C'est-à-dire que ce sont les Français qui ont forcé les gouvernements, et notamment le président de la République, à faire quelque chose pour le bicentenaire. C'est venu d'en bas, parce qu'on avait été échaudé par Jacques Chirac, qui n'avait pas célébré Austerlitz. Il y a eu 550 manifestations en France, venues du terrain, si vous voulez. Ce qui a représenté des milliers de personnes. Et on a bien été obligé de célébrer ce bicentenaire. Napoléon, pour les déboulonneurs, c'est une trop grosse statue. Pour le moment, ils n'ont pas la force pour la déboulonner. Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, une dernière question plus personnelle. Vous, après avoir tant écrit sur Napoléon, est-ce qu'il vous fascine-t-il encore, ou est-ce que vous interroge-t-il encore, ou
Vous avez fini par le comprendre tout à fait. Non, alors je pense qu'on ne peut pas comprendre un personnage pareil. On ne peut pas totalement l'aimer non plus, parce qu'il a des côtés personnels assez agaçants. On se serait sans doute très très mal entendu avec lui. C'est un peu autoritaire. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette époque, parce que c'est une époque, au fond, la Révolution française est très importante, évidemment, elle change. Mais après la Révolution, il y a celui qui la continue, qui la met en place, qui nettoie les scories, etc. Et c'est passionnant, parce que c'est un temps où on a des personnalités. L'Europe a eu une chance extraordinaire d'avoir en même temps Napoléon, Metternich, Castlereagh, Picette. Ce sont des personnages considérables de l'histoire européenne. Et donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si vous voulez, à force de vivre avec lui, si je puis dire, depuis longtemps, il me fascine plus tellement. C'est-à-dire que nous sommes maintenant un vieux couple qui a pris, où chacun a pris ses dispositions. D'accord. Alors, Thierry Neyns, merci beaucoup. C'était passionnant cet éclairage sur Napoléon. Je ne vais pas dire cette histoire mondiale de Napoléon. Donc, je rappelle votre ouvrage paru chez Belin, Napoléon le monde, plus de 500 pages. C'est un bel ouvrage en plus, richement illustré, une belle mise en page, bien écrit de plus. Merci beaucoup. Alors, avant de nous quitter, je voudrais vous recommander une exposition qui se tient au musée Carnavalet, une nouvelle exposition intitulée Les gens de Paris 1926-1936, qui propose de redécouvrir les habitants de la capitale à travers les recensements de l'entre-deux-guerres, les recensements de 26, 31 et 36, qui étaient des recensements nominatifs qui plus est. Alors ces registres conservés aux archives de Paris recensent près de 3 millions de personnes et livrent un portrait précis de la population parisienne au moment où la ville atteint son apogée démographique. À partir de ces données, les commissaires de l'exposition ont dressé un tableau humain, social, d'une rare richesse. Lieu de naissance, profession, situation familiale, répartition par quartier. On découvre un Paris dense, jeune et majoritairement féminin. La saignée de la Grande Guerre n'est pas loin. On y apprend que près des 2 tiers des habitants ne sont pas nés à Paris. Beaucoup viennent des provinces, de l'Algérie, des colonies ou de l'étranger. Le parcours s'organise en plusieurs sections. Paris est mon chez-moi évoque l'attachement à la capitale et ses figures connues de Joséphine Baker à Édith Piaf, mais aussi une multitude d'anonymes, des dactylos, des policiers, des chauffeurs ou des couturières. C'est le temps des midinettes. Paris, ville des amours, revient sur les célibataires nombreux, les bals, les cafés et les dancings de Montparnasse ou de Pigalle. Une autre partie est consacrée aux enfants parisiens, à la natalité en berne et aux politiques familiales d'une époque où la crainte de la dépopulation traverse la société. Les sections suivantes explorent la ville quartier par quartier. À l'est, les logements insalubres et les îlots populaires. À l'ouest, la vie domestique et bourgeoise. On aborde aussi les métiers, les transformations du travail féminin, le chômage des années 1930, la montée de la culture de masse avec la radio, la presse et le cinéma. Dernière salle, enfin, un dispositif numérique permet de consulter les registres de recensement numérisés. Chacun peut rechercher un nom, une adresse, peut-être retrouver la trace d'un ancêtre. Cette base de données, réalisée à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, rend lisible une mémoire collective longtemps endormie. Les gens de Paris montrent une capitale en mouvement où s'inscrivent les vies ordinaires de ceux qui ont fait la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'exposition est à voir donc au musée Carnavalet jusqu'au 8 février 2026. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Alors avant de nous quitter, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.